Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce re-upload du petit Exode Call numéro 16. Re-upload qui arrive assez tardivement et j'en suis navré pour ça. La vidéo d'origine était sortie le 14 janvier 2022 et pour une raison que j'ignore, au moment de sa mise en ligne, il y a eu un défaut qui s'est produit, notamment un décalage entre l'audio et l'image. Cela a dû se produire à une période où je sortais plusieurs vidéos le même jour. En fait, j'avais pas d'emploi du temps fixe il y a quelques années de ça. Et dès que j'avais le temps, je faisais plusieurs vidéos, plusieurs enregistrements et je les mettais directement sur la plateforme. Et je vérifiais quand même qu'il n'y ait pas trop de soucis sur la vidéo entre-temps avant de la mettre en ligne, bien évidemment. Je pense que ça, c'est la moindre des choses. Mais j'ignorais totalement qu'au moment de la mise en ligne de la vidéo, il pouvait se produire ce genre de problème, notamment donc un décalage audio-image. Et je m'en suis rendu compte assez tardivement en fait. Je m'en suis rendu compte lorsque différentes personnes qui ont vu ces vidéos m'ont signalé soit qu'il y avait un décalage audio-image, soit qu'il y avait aussi des erreurs mathématiques. Et donc jusqu'à maintenant, les re-uploads liés à ces décalages audio-image, j'en avais profité pour améliorer le contenu mathématique de ces vidéos-là. Là, pour le coup, nous tombons sur un exercice pour lequel j'ai pas grand-chose à ajouter en fait. Tout est dit dans cette vidéo. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant et ça me donne aussi la possibilité de vous refaire découvrir ou de vous faire découvrir ce petit Exode Call qui pour moi est un exercice assez intéressant à pousser à la fois pour pousser d'autres notions comme la dénombrabilité ou des questions aussi d'axiome du choix. Bref, sans rentrer dans les détails de cet exercice, je vous laisse le plaisir d'abord de redécouvrir ce petit Exode Call qui date donc d'il y a un peu plus de 3 ans et demi par rapport à cette vidéo. Et donc, je signale que ma façon de présenter les exercices a quand même évolué par rapport aux années. Et donc, il se peut que j'ai été un petit peu moins chalant dans ces vidéos-là d'antan. Donc, ne soyez pas surpris du petit décalage qu'il peut y avoir entre la façon de présenter les exercices que vous voyez dans cette vidéo et la façon de présenter récente, dans les vidéos récentes. Et l'autre truc que j'aimerais dire avant vraiment de lancer la vidéo, c'est de vous dire que n'hésitez pas, si vous tombez sur d'autres vidéos de la chaîne dans lesquelles il y a ce genre de problème de décalage donc audio-image, n'hésitez pas à le signaler. C'est fort probable que j'en ai loupé dans toutes les vidéos que j'ai pu sortir sur la chaîne. Il y en a déjà plus de 300 de vidéos, donc ça fait beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous en voyez, à le signaler en commentaire qu'il y a un problème audio-image ou même d'autres problèmes du même type, autre que juste le contenu mathématique. Ça me fera un plaisir de proposer un re-upload de cette vidéo et donc de juste éventuellement recaler l'image à l'audio s'il n'y a que ça à faire. Voilà. Bref, appréciez donc ce numéro du petit Exode Call et donc on est parti. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit Exode Call. Aujourd'hui, numéro 16, et nous allons attaquer un exercice un peu hors du commun, dont on n'a pas forcément l'habitude de travailler. On n'a pas forcément l'habitude de travailler ce genre d'exercice en classe préparatoire, et je trouve que c'est assez intéressant de toucher un petit peu à ce type d'exercice qui, finalement, vous allez voir que la résolution est assez courte, mais fait appel à quelques petites idées quand même, à laquelle il fallait vraiment penser. Donc on travaille avec une fonction qui va de R vers R, et on note A l'ensemble des valeurs réelles, telles que f admet un maximum local en ces valeurs. Et la question est de montrer que l'ensemble des maximums locaux est dénombrable. Donc l'ensemble des maximums locaux, c'est bien l'image des éléments pour lesquels f admet un maximum local. Voilà, ok. C'est un résultat assez étonnant, assez surprenant, parce qu'on s'y attendrait pas forcément à ce que cela soit vrai. Donc c'est quand même, sur le coup, ça devrait être assez surprenant. Et puis, notez que nous n'avons pas beaucoup d'hypothèses. La fonction avec laquelle nous jouons, nous savons qu'elle va de R vers R, c'est tout. On ne sait pas du tout qu'elle est continue, on ne sait pas qu'elle est dérivable, vraiment rien du tout. On ne sait même pas qu'elle est escalier, rien du tout. Okay, c'est une fonction quelconque, de R vers R. Donc ça aussi, ça doit vous surprendre un petit peu quand même. Et puis dénombrable, donc là la notion de dénombrabilité va jouer un petit rôle quand même là-dedans. Il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup sur la dénombrabilité ici, même si je vous inviterai, pour ceux qui ne connaissent pas la notion, qui n'ont jamais vu cette notion en cours, je vous inviterai à voir ce cours avant de voir la résolution de cet exercice, même si
même si vous ne connaissez pas cette notion de dénombrabilité, vous pourrez quand même comprendre la résolution que je vais vous proposer, puisqu'on va reposer essentiellement sur certains faits, certaines choses que vous devriez connaître, enfin pour ceux qui ont vu en tout cas ce cours, que vous devriez connaître autour de la dénombrabilité. Donc je vais faire un petit rappel là-dessus. Donc on dirait qu'un ensemble B est dénombrable si et seulement si il existe une fonction phi qui va des entiers naturels vers l'ensemble B et qui doit être surjectif. Une autre façon de dire, c'est qu'il existe une fonction psi qui va de B vers N et qui est injectif. Donc injective. C'est des fonctions. Ok, donc ce sont deux façons de dire que nous avons affaire à un ensemble dénombrable. Et des exemples d'ensemble dénombrable, il y en a beaucoup. Donc en fait, un ensemble dénombrable, ce qu'on peut juste avoir en tête pour ceux qui n'ont jamais vu cette notion, c'est que on peut juste se dire qu'on peut étiqueter les éléments de l'ensemble par des entiers naturels. En gros, c'est ça. D'accord ? Dire qu'un ensemble est dénombrable, c'est qu'on peut étiqueter les éléments par des entiers naturels, exactement comme pour une suite. Okay, donc on peut ordonner en disant lui c'est le premier, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième, lui c'est le quatrième, lui c'est le cinquième. En gros, grosso modo c'est ça, dire qu'un ensemble est dénombrable. Donc ceux qui sont dénombrables, nous avons tous les ensembles finis. Ça c'est assez simple, puisque on peut étiqueter assez facilement tous les éléments d'un ensemble fini. On a l'ensemble des entiers naturels. Là déjà ça commence à être un petit peu intéressant, mais on a aussi l'ensemble des entiers relatifs qui est dénombrable. Et pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas tout de suite de comment ça marche ou qui ne sont pas entièrement convaincus de ça, je vous invite à essayer de construire une fonction surjective, injective, voire même peut-être bijective, des entiers naturels vers Z. Ça peut être assez intéressant, c'est un exercice qu'il faut avoir fait au moins une fois pour se rendre compte aussi de cette difficulté qu'on peut avoir pour essayer de montrer qu'un ensemble est dénombrable. Autre chose, alors un ensemble encore plus surprenant qui est dénombrable, c'est l'ensemble des rationnels. Ça va être quand même très surprenant là, parce qu'on travaille avec des ensembles qui sont de plus en plus gros en termes d'inclusion, puisque l'ensemble des rationnels, l'ensemble des entiers naturels est strictement inclus dans l'ensemble des rationnels. Et pourtant, on est capable de construire une bijection, une injection ou une surjection, dans le sens où on veut, mais en tout cas, on peut même carrément construire une bijection. En fait, on peut construire une bijection à partir du moment où on travaille avec des ensembles infinis dénombrables. Donc là, on pourrait carrément construire une bijection qui va des entiers naturels vers les rationnels, ce qui est quand même assez étonnant, étant donné qu'il y a une inclusion stricte. Donc c'est quand même, voilà, ça doit être assez surprenant pour ceux qui ne connaissent pas cette notion. Pour ceux qui connaissent cette notion, c'est un des gros classiques, et je vous invite fortement à essayer de redémontrer que l'ensemble des rationnels est dénombrable. Et pour cela, je vais peut-être juste proposer une façon de démontrer que l'ensemble des rationnels est dénombrable. Ça vient d'une propriété assez intéressante qui dit que le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est aussi dénombrable. Donc là notamment si je fais n croix z c'est dénombrable, et n croix z j'affirme que vous pouvez me faire une fonction injective ou une fonction surjective dans l'autre sens qui me donne la dénombrabilité de l'ensemble des rationnels. Ok, donc voilà, ça ce sont des exemples d'ensembles dénombrables qu'il faut avoir en tête. Des ensembles qui sont des ensembles qui ne sont pas dénombrables, là aussi il faut avoir des exemples en tête. Alors les exemples les plus parlants sont l'ensemble des réels, l'intervalle 0,1, on peut carrément montrer que l'intervalle 0,1, et en fait c'est du fait que l'intervalle 0,1 n'est pas dénombrable qu'on conclut que l'ensemble des réels n'est pas dénombrable, c'est via un théorème qui s'appelle le théorème de Cantor. Et en fait, on arrive aussi à montrer que l'intervalle 0,1 n'est pas dénombrable grâce au fait que l'ensemble des parties de l'ensemble des entiers naturels n'est pas dénombrable. Voilà, donc c'est quand même assez étonnant ça.
de voir que voilà, il y a des ensembles beaucoup plus gros. Hein. Finalement, en fait, on peut parler de grosseur entre les ensembles, et on se rend compte qu'en fait, les rationnels, c'est un ensemble tellement plus petit par rapport à l'ensemble des réels quand on considère cette relation de dénombrabilité. C'est quand même, je pense que ça devrait être assez flagrant en tout cas de voir ce genre de résultat ici se pointer. Bref, bon bah on va partir pour la résolution. Donc comme d'habitude, je vous laisse le soin de faire une petite pause afin de réfléchir un peu par vous-même autour de cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit pour le résoudre. Ok, alors c'est parti pour la résolution de cet exercice. Donc, je vais partir d'un élément alpha dans f alpha, et mon but, ça va être d'essayer de construire une fonction qui, à alpha, va associer un élément qui doit être dans un ensemble dénombrable. Et je vais essayer de montrer que la fonction en jeu, donc je vais utiliser cette propriété-là, je vais essayer de montrer que la fonction qui est en jeu est injective. Quitte à faire les choses proprement, je pourrais essayer de faire en sorte que la fonction que je construis est automatiquement injective. Et c'est ce qui va se passer. Ok ? Bon. Alors pour essayer de construire cette histoire de fonction injective ici, et il va falloir déterminer l'ensemble dénombrable vers lequel on va aller, eh bien il faut traiter ce que ça veut dire avoir un maximum local. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un maximum local ? Ça signifie qu'il doit exister un élément x alpha dans grand A, tel que, ou dans les réels en tout cas, tel que, f de x alpha égale alpha. Donc il y a ce premier point, et le deuxième point, c'est que il doit exister a alpha plus petit que x alpha plus petit que b alpha, tout ça strictement, tel que, pour tout x dans l'intervalle fermé a alpha, b alpha, f de x est plus petit que alpha. Ok ? Donc c'est ça, avoir un maximum local. Ok ? Vraiment, vous pouvez vous le faire de manière très imagée si vous voulez. Hop. Je fais exprès que ce ne soit pas une fonction continue. Hein. Donc disons qu'ici, alpha, vous avez alpha, un de ces points, et puis l'intervalle a alpha, b alpha, ça peut être le suivant. Voilà. Okay, donc la fonction là, c'est tous les petits points que j'ai mis là entre les deux barres, et vous avez un alpha qui est un maximum local, et donc vous pouvez construire un intervalle de cette manière-là. Enfin, en tout cas, on sait qu'il existe un type d'intervalle. Voilà. Ok. Alors là, je vais faire appel à quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler sans forcément savoir tout à fait ce que c'est, ce truc-là. Je vais faire appel à ce qu'on appelle l'axiome du choix. Alors, et en fait, cet axiome du choix, je vais déjà dire ce qui va impliquer cet axiome du choix. Cet axiome du choix va me permettre de dire que je peux bien définir une fonction qui, à alpha, associe x alpha. Ok ? Donc c'est quand même, voilà, ça va être, en gros, à chaque alpha, je vais associer un maximum local. Enfin, pas un maximum local. À chaque maximum local, je vais associer un antécédent. Un antécédent que j'aurais choisi. Okay, donc c'est en cela que je fais appel à l'axiome du choix. Alors qu'est-ce que c'est que cet axiome du choix ? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer un peu brièvement ce que c'est. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas je vais vous donner une idée assez précise de ce que c'est l'axiome du choix. Alors je vais déjà énoncer l'axiome du choix. Juste le premier énoncé, en tout cas le plus, disons peut-être le plus basique, ou je ne sais pas, mais en tout cas l'énoncé peut-être le plus compréhensible qui soit de l'axiome du choix. Et cet axiome du choix s'énonce de la manière suivante. Eh bien pour tout, on va l'écrire, pour tout ensemble grand X d'ensemble, donc c'est un ensemble d'ensemble non vide, il existe une fonction qu'on appelle fonction de choix telle que pour tout donc, qui associe, on va dire plutôt, qui associe à chaque ensemble, à chaque ensemble grand A dans X, un élément
petit a dans grand A. Voilà ce que c'est l'axiome du choix. Donc en fait, l'axiome du choix, c'est un axiome qui vous dit que globalement, si vous avez une collection d'ensembles non vides et que vous avez besoin de choisir des éléments dans tous les ensembles non vides que vous êtes en train de travailler, eh bien vous pouvez considérer une fonction qui vous permet de faire le choix d'un élément pour chacun des ensembles. On peut vraiment, de manière très imagée, imaginer un ensemble infini de urnes. Vous avez un ensemble infini de urnes où vous avez un certain nombre de boules dans chacune des urnes, et en fait vous êtes en train de choisir une boule dans chacune des urnes. Et donc à chaque ensemble, donc à chaque urne, vous associez la boule que vous tirez. Ok? Et c'est ça donc l'axiome du choix. C'est ce que veut dire l'axiome du choix. L'axiome du choix, il se trouve qu'il n'est pas forcément utile si l'ensemble des ensembles que nous sommes en train de considérer sont finis. Hein, donc si on travaille avec des ensembles finis ou avec X qui est fini, il se trouve qu'il y a moyen de prouver cet axiome du choix par de la récurrence ou des choses comme ça, choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais de manière très générale, c'est un axiome. Donc en termes d'axiome, vous avez déjà certainement entendu parler du terme axiome. Un axiome ne se démontre pas en principe, d'accord? Donc ici, là, l'axiome du choix, là l'énoncé, c'est vraiment pour n'importe quel ensemble d'ensembles non vides. D'accord? C'est pas un ensemble fini, rien du tout. On ne sait absolument rien sur les ensembles qui sont en jeu. Mais voilà l'énoncé qui correspond à l'axiome du choix. Alors il y a d'autres énoncés équivalents de l'axiome du choix, notamment le théorème de Fermelo, qui nous dit que pour n'importe quel ensemble, il existe un bon ordre. Donc on peut munir n'importe quel ensemble d'un bon ordre. Alors tout dépend de ce qu'on entend par bon ordre, mais en tout cas on pourrait considérer en fait un ordre sur les éléments qui pourrait être le plus adapté à la situation, si on veut. Ok, bon, c'est peut-être un peu mal dit, mais l'idée c'est juste qu'on ait un ordre en fait sur l'ensemble des éléments qu'on est en train de considérer. Donc n'importe quel ensemble pourrait avoir un bon ordre. Ça c'est Fermelo. Et il y a également le lemme de Zorn, peut-être que vous en avez entendu parler aussi, le lemme de Zorn qui dit que pour n'importe quel ensemble inductif, il existe un élément maximal. Et donc, bon alors un ensemble inductif, je ne vais pas dire ce que c'est ici, mais en tout cas, c'est un peu le même genre d'idée où on a une espèce d'ordre qui nous permettrait de dire quel est l'élément qu'on choisit en fait. Globalement, tous ces énoncés là, le théorème de Fermelo, le lemme de Zorn et l'axiome du choix sont équivalents en fait. C'est pas un résultat facile d'ailleurs de montrer que toutes ces choses sont équivalentes, mais il faut savoir que voilà, ces axiomes là ces théorèmes et énoncés équivalents permettent de mieux comprendre ce que veut dire cet axiome du choix. Pour conclure sur cette petite parenthèse autour de l'axiome du choix, j'aimerais vous éclairer sur un truc, parce que peut-être que vous comprendrez encore mieux quelle est l'utilité de cet axiome du choix et à quel moment vous utilisez un axiome du choix ou des choses comme ça. Il y a un théorème que vous avez dû croiser plus ou moins au début de la prépa, bon peut-être pas au tout début de la prépa, mais en tout cas quand vous avez attaqué les espaces vectoriels, il y a un gros théorème que vous utilisez en tout cas peut-être assez souvent, et dont la démonstration fait appel à l'axiome du choix. Et le théorème, peut-être que ça va, comme j'ai dit, ça va vous faire comprendre pas mal de choses sur ce que ça veut dire cet axiome du choix. Le théorème en question, c'est notamment le théorème de la base incomplète. Alors ce fameux théorème qui vous dit que si vous avez une famille libre dans un espace vectoriel de dimension finie, eh bien vous pouvez compléter cette famille libre en une base en choisissant des vecteurs. Des vecteurs qui vont vous donner donc une famille libre de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle soit maximale. Et bien justement, ce choix de vecteurs que vous ajoutez à votre famille libre fait appel à l'axiome de choix. Ok? Et donc voilà, alors sans forcément le dire, peut-être que les professeurs qui ont fait l'épreuve n'en ont pas dit un mot sur cette histoire d'utilisation de l'axiome du choix, voire même vous n'avez peut-être pas fait la preuve de ce résultat, vous l'avez peut-être énoncé, tout dépend vraiment, je pense, du professeur ou des choses comme ça. Mais si on a essayé de vous en faire une preuve, il y a nécessairement un moment où on vous a dit on fait un choix d'un vecteur,
pour compléter la famille libre en une famille libre un peu plus grande avec un générateur supplémentaire. Et en fait, ce choix, c'est notamment une application de l'axiome du choix. Ok? Donc voilà. Donc j'espère que cette histoire d'utilisation de l'axiome du choix, toute cette parenthèse-là, vous a un peu éclairé sur ce que je suis en train de faire. Mais en fait, l'axiome du choix me permet juste de dire, bah voilà, je fais un choix particulier d'un élément dans chacun des ensembles que je suis en train de considérer. Donc là, notamment, je fais un choix d'un élément x alpha, un antécédent particulier de alpha pour lequel je sais que c'est un maximum local. Donc pour lequel alpha est un maximum local. Ok? Donc voilà ce que c'est cette axiome du choix. Ok. Maintenant que j'en ai terminé avec cette parenthèse, et que je suis capable de faire un lien entre alpha et x alpha, et bien on se rend compte que je vais pouvoir faire un lien entre alpha et un intervalle a alpha, b alpha qui convient. Ok? Mais je vais utiliser quelque chose d'un peu plus fort parce que pour l'instant, a priori, a alpha et b alpha sont des réels. Mais je sais une petite propriété qui me permettra de passer à un ensemble dénombrable. Je sais que l'ensemble des rationnels est dense dans l'ensemble des réels. Donc, Q est dense dans R. Donc rien ne m'empêche de considérer A alpha et B alpha comme étant des rationnels. Quitte, donc si mon intervalle A alpha, B alpha, les A alpha et B alpha sont tous deux des nombres réels non rationnels, je peux très bien prendre des rationnels un poil plus petit et un poil plus grand, enfin tout dépend, un poil plus grand de A alpha et un poil plus petit de B alpha, de façon à avoir des rationnels au bord de mon intervalle A alpha, B alpha. Ok, donc vraiment, jouer sur cette densité me permet de dire, ben voilà, les bornes, je peux les choisir comme rationnels. Et donc là, normalement, vous devriez me voir venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer la fonction phi, qui va partir de f de a vers un couple de rationnels, et qui donc à alpha associe a alpha, b alpha. Ok. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette fonction, elle est injective? Et la réponse est oui. Parce que si vous avez A alpha, B alpha qui est égal à A bêta, B bêta, si vous avez deux couples qui sont égaux, ok? Si vous avez deux couples qui sont égaux, eh bien, vous pouvez regarder le sup. Car là, pour le coup, grâce à ces intervalles, grâce à tout ce qu'on a dit avant, il y a un sup. Donc, vous pouvez regarder le sup de l'intervalle, enfin de f dans l'intervalle A alpha, B alpha. Et ce sup, eh ben, il vaut alpha. Hein, parce que par définition, par la construction qu'on s'est donnée, si je prends A alpha, B alpha, je sais que alpha est un majorant et c'est le plus petit des majorants parce que tous les éléments sont plus petits dans cet intervalle, plus petit ou égal. Donc si je prends un élément à poil plus grand, il n'y a pas d'élément image dans l'intervalle A alpha B alpha qui serait plus grand que alpha. Et plus petit que alpha moins alpha plus epsilon, pardon. Donc voilà, bref, en tout cas, là vraiment la bande sup correspond vraiment au majorant, au maximum. Et cette bande sup c'est alpha. Mais le problème, c'est que cet intervalle-là, c'est la même chose que l'intervalle A bêta, B bêta. Donc A bêta, B bêta. Bon, bah, je pense que vous l'avez compris. Donc les deux sups sont égales. Hein. Et donc ça veut dire que alpha égale bêta. Donc si j'ai deux images qui sont égales, alors les antécédents sont égaux. Et donc bah, ça permet de conclure qu'en effet, phi est injective. Et enfin, comme je l'ai dit, bah, Q est dénombrable. Et je l'ai également dit, le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Ça me permet de conclure que l'ensemble ici est dénombrable. Donc, c'est gagné. J'en conclus que f de A est dénombrable. Parce qu'il suffit de faire une composition d'injection. D'accord, vous l'auriez compris. Si lui est dénombrable, ça veut dire que je peux faire une injection qui va de Q2 vers les entiers naturels. Donc là, bah, en faisant une composition de deux injections, j'en conclus d'avoir une injection qui va de f de A vers les entiers naturels.
Et c'est terminé. Voilà. Donc voilà un très bel exercice. Je pense que c'était assez intéressant de le partager. Alors, j'aimerais juste encore donner quelques petites idées ou quelques petits mots sur cette résolution et même donner un petit bonus. Alors, sur cette résolution, j'aimerais juste me poser sur... donc la première chose, c'est j'aimerais me poser sur les hypothèses. Je rappelle que les hypothèses, il n'y en a aucune sur la fonction. Je vais juste de R vers R, mais rien de plus. On aurait pu se dire que ça pourrait être une bonne idée de dire, bah oui, alors je vais supposer que la fonction f, elle est dérivable, et voir ce que ça donne. C'est pas forcément une mauvaise idée. En fait, si on suppose que la fonction est continue, il y a moyen d'éviter l'axiome du choix. Il peut y avoir moyen, je dis plutôt, il peut y avoir moyen d'éviter l'axiome du choix. En fait, il y a moyen d'éviter l'axiome du choix à condition que f de a, par exemple, admet un minimum. Si f de a admet un minimum, ce qu'on peut faire, c'est, en partant des maximums locaux les plus petits, je construis des intervalles qui font que ce sont bien des maximums locaux. Hein. S'il y a plusieurs valeurs qui sont égales, ce que je peux faire, c'est juste découper les intervalles de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intersection. Je pourrais faire des choses comme ça. Bon, après, à vrai dire, peu importe, parce que s'il y a plusieurs valeurs qui donnent le même maximum locaux, de toute façon, on associe un seul de ces deux maximums locaux, donc c'est pas non plus dramatique, mais bref, donc on peut faire comme ça, et puis graduer, donc au fur et à mesure qu'on monte dans les maximums locaux, bah on fait des intervalles, toujours des intervalles, de façon à ce que les intervalles ne se coupent pas, par exemple, ou on pourrait peut-être faire des choses où les intervalles se coupent, c'est pas gênant non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut construire les intervalles au fur et à mesure en partant du maximum. Donc, je vais peut-être le faire en un petit dessin, parce que bon, là je le dis à l'oral, c'est peut-être pas très clair. Mais ce que je veux essayer de dire, ouais, quoique, on pourrait peut-être le faire, je suis en train de le dire, on peut le faire juste à partir du moment où on a une fonction continue. Mais oui, je pense que la construction que je vais faire peut se faire même si je travaille avec une fonction continue tout court. C'est juste que bon, il faudrait peut-être considérer des cas de figure où je peux atteindre plus infini, moins infini peut-être. Mais ou alors dans ce cas-là, si j'atteins plus infini, moins infini, je pose une borne. Mais bon bref, ça serait des subtilités quand même pas très faciles à manipuler. Mais juste pour vous donner une idée d'une construction vraiment une preuve constructiviste. Vous voyez, là justement, c'est toute la difficulté justement qu'il y a, tout le conflit qu'il peut y avoir entre les mathématiciens justement sur les notions de preuve constructiviste et de preuve pure, en termes de maths pure, au sens où on utilise juste des axiomes de choix notamment. Il y a des mathématiciens qui sont pas contents quand on utilise des axiomes de choix et qui veulent vraiment qu'on donne une construction explicite des choses, ce qui n'est pas toujours possible. D'accord ? Donc ici, je veux juste essayer de vous en donner une de construction possible dans le cadre d'une fonction continue. À ça, je pense que je ne suis pas obligé de supposer que f de a admet un minimum, mais bon, là ici, je le suppose pour me dire que la construction, bon, je la commence à un moment donné, mais voilà, enfin... Bref, ce sont des subtilités sur lesquelles on pourrait se poser un petit peu pour dire j'aimerais bien éviter l'axiome du choix. Okay, mais l'axiome du choix, je ne pourrais pas, ça serait inévitable dans le cas général, là où j'ai pas de fonction continue. Elle est inévitable. Donc si je prends une fonction continue, voilà, bon imaginons, ok. Imaginons, je sais pas, disons le maximum local le plus grand, le plus petit, ce serait celui-là, donc je vais noter 1, 2, 3. Et ce que je peux faire, c'est que pour chacun des maximums locaux, je peux prendre un intervalle. Bon, peu importe lequel, à vrai dire. Bon, je peux prendre l'intervalle le plus grand si je veux, mais... Voilà, je peux prendre cet intervalle-là, par exemple. Pour le 2, je peux prendre, donc disons cet intervalle-là. Donc je vais de A2, et puis je pourrais aller jusque-là. Hein. B2. Rien ne m'empêche qu'il y ait des inclusions. Hein. D'accord ? L'important c'est que les couples, enfin vous allez remarquer que les couples vont être distincts. Donc vous avez A2, B2 par exemple, et puis vous avez, je sais pas, vous pouvez très bien avoir A3, B3. D'accord ? Etc., etc. Et voilà une possibilité de construction. Vous commencez par les minimums locaux les plus petits,
les maximums locaux pardon, les plus petits, et vous construisez d'abord le premier intervalle pour le maximum locaux le plus petit, puis ensuite vous, au fur et à mesure que vous montez sur les maximums locaux, vous donnez un intervalle. Alors soit vous dites vous prenez l'intervalle le plus grand, soit vous dites je ne voulais pas que les intervalles s'intersectent, alors peut-être que vous pourriez faire A2 jusqu'à A1 mais un poil décalé, ou des choses comme ça. Bon. On peut faire des constructions bien. Il y a plein de façons de le construire de toute façon. Il y a encore une fois, c'est une question d'action du choix, donc il y a plein de choix possibles. Mais là, je vous donne une façon potentielle de construire les choses. Et je pense que cette façon de construire, bon, même si je ne donne pas tous les détails, cette façon de construire pourrait fonctionner si je travaille avec une fonction continue. Bon, je ne vais pas m'avancer vraiment sur comment la construction fonctionne vraiment dans un cas général où la fonction est continue. Je suppose qu'il y a juste le fait que quand on a un maximum local, etc., quand on travaille avec des fonctions continues, il y a des choses qui se passent vraiment bien localement, donc peut-être qu'on peut dire des choses concernant les intervalles qu'on peut construire, etc., etc. Mais bon voilà, vous voyez que ça reste très difficile à manipuler et à essayer de construire comme ça. Donc voilà, c'est en cela que l'action du choix est quand même bien utile. Mais bon, il faut savoir que pour le cas des fonctions continues, on peut quand même essayer de faire quelque chose qui évite cette action du choix. Bon, très bien. Donc ça c'était un premier point, et le point oui que je commençais aussi à dire, c'est quand je disais on pourrait supposer que c'est dérivable continue, mais rien ne vous permettrait de conclure à la fin que c'est vrai pour n'importe quelle fonction, parce que vous connaissez peut-être des choses qui vous disent oui alors je sais que c'est vrai pour les fonctions dérivables. On en a vu un d'ailleurs d'exercice un peu du style et j'en ai parlé, ça devait être le lemme de Riemann-Lebesgue. Je remettrai peut-être la référence dans la description. Mais pour ce lemme-là, on avait démontré le résultat pour une fonction qui était dérivable. Et on pouvait conclure le résultat pour les fonctions continues. Enfin, je sais plus si je pense pas qu'on l'avait démontré comme ça, on avait démontré directement pour les fonctions continues. Mais une possibilité, j'ai dû le dire à l'oral, une des possibilités c'était de montrer que pour une fonction dérivable la propriété était vraie, et conclure que pour les fonctions continues c'était vrai aussi par densité. Sauf que ici, vous avez aucune hypothèse sur la fonction, elle va juste de R vers R. Donc rien ne dit, a priori, que vous pourriez jouer avec des histoires de densité. Et je dis bien a priori, mais à vrai dire, c'est tout le temps vrai. En fait, il n'y a pas une notion de densité, il n'y a pas la connaissance d'un ensemble dense dans cet ensemble-là pour lequel on pourrait faire des travaux avec ces histoires de maximum locaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment... En tout cas, je vais quand même, puisque je suis un mathématicien, on ne sait jamais, on pourrait très bien décrire un ensemble, mais cet ensemble va être difficile à manier, mais on pourrait peut-être construire un ensemble pour lequel l'ensemble des fonctions, pour lequel cet ensemble serait dense dans l'ensemble des fonctions de R vers R. Peut-être, mais ça resterait très difficile à manier, je pense, et bon, voilà, c'est vraiment pas la bonne solution. Ok, alors j'aimerais terminer sur un bonus, sur un petit bonus, assez rigolo, qui est un peu une conséquence de ce résultat 16 là. Ce bonus est le suivant. J'ai une fonction qui va de R vers R qui est continue, et tel que tout point, tel que f admet un extrémum en tout point. Donc tel que f admet un extrémum local en tout point. Montrez que f est constante. Voilà le petit exercice que je vous propose d'essayer de résoudre en plus, un petit bonus. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même avant que je ne donne la solution ou les solutions, parce qu'en fait il se trouve qu'on pourrait raisonner de différentes manières, notamment après vous avoir rappelé quelque chose là que j'ai dit dans mes remarques. Ok, alors c'est parti pour la résolution. Alors je vais juste parler d'une autre résolution possible. Et cette autre résolution possible, c'est quelque chose que j'ai dit juste à l'instant, quand je vous ai dit qu'on ne pouvait pas supposer que la fonction est dérivable, parce que le problème c'est que l'ensemble des fonctions dérivables, on ne sait absolument pas ce qu'il en est par rapport à l'ensemble des fonctions de R vers R. En tout cas, on sait
de source sûre que c'est pas dense. L'ensemble des fonctions dérivables n'est pas dense dans l'ensemble des fonctions de R vers R tout court. Ok. Par contre, l'ensemble des fonctions dérivables est dense dans l'ensemble des fonctions continues. Donc on pourrait s'en sortir de la manière suivante, si f était dérivable, qu'est-ce que ça voudrait dire avoir un extrémum local? Eh bien avoir un extrémum local, ça veut dire que la dérivée s'annule en cet extrémum, donc en la valeur de l'extrémum, donc disons en un certain x, donc f de x, f' de x vaudrait 0 en ce x, et il doit y avoir un changement de signe, donc c'est-à-dire que il doit exister un petit epsilon tel que f de x moins epsilon est peut-être négatif et f' de x plus epsilon est positif. Enfin bref, ou inversement. D'accord? C'est ça avoir un extrémum local. Il faut qu'il y ait un changement de signe en plus. Sauf que ici, ce qu'on est en train de supposer, c'est que f admet un extrémum local en tout point. Donc ça voudrait dire que pour tout x, f' de x vaut 0. Donc f' est nul. Et si f' est nul, bah f est constante. Voilà. Et puis bah vous avez réussi à montrer que cette propriété est vraie pour les fonctions dérivables. Donc vous pouvez conclure que cette propriété est vraie pour les fonctions continues parce que l'ensemble des fonctions dérivables est dense dans l'ensemble des fonctions continues. Voilà une façon de résoudre cet exercice sans même faire appel à l'exercice précédent. Je répète encore une fois que pour l'exercice précédent, vous ne pouviez pas raisonner de cette manière-là. Il n'y avait aucun moyen d'ajouter des hypothèses supplémentaires de façon à essayer de garder cette densité et des hypothèses quand même suffisamment fortes pour pouvoir faire des choses supplémentaires. Donc c'est vraiment, voilà, a priori, il n'y a aucun moyen de le faire. Bon. Alors là, la résolution que je vais vous proposer, c'est en utilisant ce qu'on a démontré à l'exercice précédent, et je ne vais même pas passer par les fonctions dérivables, je vais juste travailler avec les fonctions continues telles quelles. Ok. Alors, eh bien, si j'ai une telle fonction, ce que je peux faire, c'est que, bon, là, on voit les maximums locaux. Je peux regarder les minimums locaux. Donc, je peux poser B, l'ensemble des réels, tels que f admet un minimum. Oh, je peux y arriver. Donc un minimum local. En B. Je considère grand B comme étant l'ensemble des petits b réels tels que f admet un minimum local en petit b. Et avoir un extrémum local, eh ben c'est avoir soit un minimum local, soit un maximum local. Ok? Donc, un extrémum local, comme n'importe quel réel, n'importe quel réel donne un extrémum local pour la fonction f, ça veut dire que f de R correspond à l'ensemble des extrémums. Des extrémums locaux. Ok, donc l'ensemble des extrémums locaux, bah, c'est l'union de l'ensemble des maximums locaux avec l'ensemble des minimums locaux. Donc ça, c'est égal à f de grand A union f de grand B. Ok, et par le résultat 16, et quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce résultat, puisque là j'ai montré que l'ensemble des maximums locaux était dénombrable, c'est assez facile aussi de démontrer que l'ensemble des minimums locaux est aussi dénombrable. Donc, ces deux ensembles-là, par l'exercice qu'on vient de résoudre, on peut dire que ces deux ensembles sont dénombrables. Et l'union de l'ensemble, l'union de deux ensembles qui est dénombrable, c'est dénombrable. Donc ça impliquerait que f de R est dénombrable. Mais le problème, c'est que vous avez affaire à une fonction continue. Et quand on a affaire à une fonction continue, l'image de n'importe quel intervalle est un intervalle. Alors bien sûr, il y a deux types d'intervalles. Vous pourriez très bien avoir, donc là ici, vous avez l'ensemble des réels, d'accord? Donc l'ensemble des réels peut être envoyé vers quoi? Bah, vers soit un singleton, soit un intervalle non vide, et non réduit à 0.
Donc, or, et c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, en fait. Donc, or, comme f est continu, soit f de R est égal à un singleton, ou f de R est un intervalle de R non réduit à un singleton. Le problème, c'est que dans les rappels que j'ai donnés tout à l'heure, un intervalle, donc je vous ai donné l'intervalle 0,1, mais juste en translatant un peu cet intervalle, ou en le modifiant un petit peu cet intervalle, on arriverait à la même conclusion. N'importe quel intervalle non réduit à un singleton dans R n'est pas dénombrable. Donc dans ce deuxième cas, on en conclurait que f de R n'est pas dénombrable. Ce qui est donc une contradiction avec le fait que l'union de ces deux choses-là était dénombrable. Conclusion, la seule possibilité, c'est que f de R est égal à un singleton, et ça signifie que la fonction est constante. Et voilà. Voilà. Donc voilà, je pense que c'était assez intéressant de voir aussi ce petit bonus là en plus de cet exode-call qui n'était pas facile, hein, d'accord, qui n'était pas si facile, même si la résolution est très courte, hein, vous avez vu que la résolution de cet exercice est vraiment très courte, c'est juste que voilà, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que j'étais en train de faire avec cette histoire de l'axiome du choix, et une fois qu'on a compris ce que j'étais en train de faire, les affaires roulent. Une fois qu'on a compris aussi comment marche la dénombrabilité, ça marche aussi très très bien, donc il n'y a vraiment aucun... voilà. Ok, c'est tout pour ce petit exode call. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit sous la vidéo, comme d'habitude. Malheureusement, comme j'ai perdu pas mal de temps sur d'autres préparations et d'autres choses que j'ai à faire, je ne vais pas pouvoir vous proposer d'exode call pour cette semaine, et donc la prochaine vidéo ne sera pas un exode call, ce sera un point de recherche, et cette prochaine vidéo sera donnée la semaine prochaine, parce que je dois me préparer pour repartir à Montréal. J'ose espérer que les affaires rouleront, hein, que je vais pouvoir y aller sans encombre. Donc voilà, de toute façon on a fait tout pour s'y préparer, donc j'espère que tout va bien se passer. Mais bon voilà, donc par manque de temps, je ne vais pas pouvoir faire d'exode call, mais donc c'est pour ça que je me suis permis de passer plus de temps sur ce petit exode call qui était quand même assez bien intéressant, même si l'énoncé a priori est assez simple, hein, et même la preuve est en fait très courte, mais bon voilà, ça demandait quand même pas mal de compréhension, donc je trouvais que c'était assez intéressant d'attaquer ce truc-là. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, et puis on se retrouve donc dans un peu plus d'une semaine pour le nouveau numéro du Coin Recherche. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!